Voilà, donc c'est vraiment, effectivement, l'Amérique d'abord, America First et compagnie. De ce point de vue-là, il n'a pas menti. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Lundi 21 avril 2020, le prix du baril de pétrole atteignait un prix négatif pour la première fois de son histoire, moins 37 $. Un effondrement, une dégringolade que les grands médias ont décidé de mettre sous le tapis, se concentrant évidemment sur le coronavirus. Nous allons tenter aujourd'hui de donner à nos auditeurs des éléments de compréhension quant aux enjeux, aux tenants et aux aboutissants de cette crise. 32e émission d'On Nettoie l'Info Hebdo, c'est parti. Une forte baisse de ce crude, ce baril de brut new-yorkais. Effectivement, c'est l'effondrement là, mais il faut noter aussi que on est sur des volumes qui restent très très faibles, donc avec des mouvements qui sont, comme on le voit, dramatiques. Il faut surtout regarder ce qui se passe du côté du contrat de l'échéance juin. Là, on est certes sur une baisse, mais beaucoup moins marquée. On reste au-dessus des 20 $ sur le baril de brut à échéance juin, ce qui est plutôt rassurant, surtout quand on regarde l'échéance mai. Mais ce que cela montre, tout simplement, c'est vraiment le gros problème que l'on a dans ce secteur sur fond de paralysie bien sûr économique due au coronavirus. On assiste d'un côté à un effondrement de la demande mondiale dans ce secteur pétrolier, l'autre des réserves d'or noir qui augmentent et qui augmentent rapidement et qui sont proches même de la saturation, notamment ici aux États-Unis, parce que la production elle continue. Alors certes, les pays producteurs, on en a beaucoup parlé, se sont récemment mis d'accord sur une baisse de la production à partir du mois de mai, mais de nombreux experts estiment que cela ne sera pas suffisant pour enrayer les déséquilibres et le surplus, et donc des inquiétudes, un manque potentiel de capacité de stockage dans les prochains mois. Tout cela fait pression sur le prix et on voit donc ce mouvement là sur le contrat à échéance mai s'effondrer. Tout cela pèse sur les marchés, sur les valeurs du secteur, les marchés actions. On garde un œil bien sûr là-dessus, mais effectivement des mouvements historiques sur le pétrole avec un baril de brut échéance mai qui s'effondre littéralement de plus de 90%. Un baril de pétrole peut-il avoir un prix négatif ? Oui. En 2020, c'est possible, tout est possible en 2020. Alors on nous a expliqué que cette chute était entièrement déterminée par la crise du coronavirus, mais ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est le premier point de notre émission, Monsieur Corias. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que c'est simplement lié à la baisse de la consommation mondiale ? Eh bien non, en fait, quand on s'intéresse au pétrole, à l'histoire du pétrole, à l'économie du pétrole, à la géopolitique du pétrole, on voit que ce qui se passe aujourd'hui était évidemment déjà de manière souterraine prêt à jaillir, un peu comme le pétrole qui jaillit de la roche. Et le coronavirus ne vient que mettre un éclairage sur une crise pétrolière ou un choc pétrolier qui fait partie des grands chocs pétroliers de l'histoire. Je les rappelle, 73, la hausse des prix du pétrole décidée par les pays de l'OPEP, suite théoriquement ou officiellement à la guerre du Kippour, à la guerre entre Syrie, Égypte et Israël. Ensuite, 79, nouveau choc pétrolier. 2008, choc pétrolier, lui, dû à la spéculation plutôt. On se rappelle que la finance mondiale, à ce moment-là, a passé un sale quart d'heure. Elle s'est refaite depuis. Et puis 2020, quatrième choc pétrolier avec ce que vous avez dit, les prix négatifs qui correspondent à une réalité économique simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de production, trop de producteurs, la demande s'est affaissée, on le sait, les économies sont à l'arrêt, il y a une récession mondiale, les Chinois ne sont pas encore repartis, ce sont eux les plus gros bouffeurs de pétrole du monde, et en attendant la reprise en Chine, ce que tout le monde attend en priant chez les capitalistes, ce qui est assez drôle, eh bien, les prix, eux, se sont affaissés. Théoriquement, le prix du pétrole est autour de 20 $ aujourd'hui, ce qui est très bas, et s'il a été négatif aux États-Unis, c'est parce que les producteurs là-bas, je rappelle que l'Amérique est le premier producteur mondial de pétrole, eh bien, se sont retrouvés avec un pétrole invendable et ils ont prié, là aussi, leurs acheteurs de leur prendre leur pétrole en les payant, c'est-à-dire je vous paye pour que vous preniez mon pétrole parce que de toute façon les stocks sont pleins et que je ne peux pas assumer une baisse de production. Là aussi, petite information, c'est très dur de fermer un puits de pétrole, on ne le ferme pas. Ça coûte moins cher de le laisser couler que de le fermer. Donc les prix sont devenus négatifs, c'est-à-dire que les producteurs ont payé les acheteurs pour le stocker à droite et à gauche, mais les stocks sont quasiment pleins dans le monde entier. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est même arrivé à mettre du pétrole dans des supertankers ou dans
des tankers. C'est-à-dire que la flotte mondiale de pétrole est devenue un stock sur eau, et tout le monde attend évidemment soit la baisse de la production, mais ça c'est un autre problème, ça c'est en cours de négociation, soit une reprise surtout de la Chine qui va entraîner le monde entier. Alors, une information qu'il faudrait donner à nos auditeurs, c'est que l'essentiel de la demande, depuis 2008, n'est plus uniquement physique, mais elle est devenue financière et spéculative. C'est-à-dire que le pétrole est devenu un produit financier, et c'est ce qui explique, puisque les oscillations de la finance, finalement, expliquent les oscillations des prix des barils de pétrole. Alors en fait, la spéculation, c'est quoi? Jouer à la hausse ou à la baisse, en tablant sur une hausse et en investissant de façon à gagner de l'argent sur la hausse ou sur une baisse. On sait par exemple que Soros avait joué, je crois, et gagné plus d'1 milliard de dollars, ou en tout cas ces milliards, sur la spéculation contre la livre sterling. Donc on peut, ou même par exemple Goldman Sachs a joué aussi à spéculer sur la faillite de la Grèce, donc c'est très cynique. On peut donc, en se foutant complètement des conséquences économiques et sociales, jouer à la hausse ou à la baisse sur un produit aussi sensible que le pétrole, qui touche à tout, la géopolitique, la politique, l'économie, même l'environnement, et gagner de l'argent en produisant plus de dégâts que de profits. Alors évidemment, c'est toujours la même chose, privatisation des bénéfices, socialisation des pertes. Et là, en l'occurrence, en 2008, le pétrole a été l'objet d'une grosse spéculation, et de toute façon, les places financières, le marché des matières premières, et puis surtout les grands investisseurs privés, les fonds de pension, etc., peuvent intervenir d'une manière directe ou indirecte sur justement le prix du pétrole et le faire monter et dégringoler à vitesse grand V. En l'espace de quelques temps, le baril qui avait été maintenu assez haut, entre 110 et 150 dollars, je crois, dans les années 2010, a chuté, 2000-2010, a chuté et est tombé justement, je crois, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, à environ 20 ou 30 dollars. Bon, ça fluctue tout le temps, mais on ne sait pas où partent les bénéfices. En tous les cas, ce déséquilibre permanent n'est pas bon pour les économies, n'est pas bon pour les investissements, parce que, par exemple, un pétrole au prix trop bas durable ne favorise pas l'investissement et donc l'ouverture de nouveaux puits, et ça mène à terme à une baisse de l'offre, puisqu'il y a moins d'investissement, moins d'ouverture de puits. Les puits qui sont en activité, eux, produisent moins, on le sait tous, on est quasiment on a passé apparemment le pic de production mondiale, on en parle depuis longtemps, mais on sait qu'on est en décroissance, et si on n'ouvre pas de nouveaux puits ou de nouvelles formes de forage, l'offre va diminuer, et on va se retrouver peut-être après cette crise de la demande, avec une crise de l'offre dans les années à venir qui sera beaucoup plus dure à gérer. Voilà, donc le pétrole est devenu un produit de spéculation, et les grands acteurs de la spéculation se foutent complètement des conséquences sur les pays, et même, on peut le dire, que même par exemple s'il y a des spéculateurs américains, l'Amérique peut être plombée par une chute des prix du pétrole, comme c'est le cas actuellement, parce qu'elle a intérêt à un prix, comme on dit, à un point mort d'un certain niveau, pour faire vivre à la fois ces nouveaux petits producteurs de gaz de schiste depuis 2010, qui l'ont installé à la première place mondiale, et en même temps, il ne faut pas que le prix soit trop élevé, parce que le consommateur américain, avec sa voiture, est un électeur, et Trump a l'œil, en gros, sur ces deux tableaux. Alors c'est là où on va parler de géopolitique, puisque donc le cours du baril ne dépend pas que de la demande, mais il dépend, comme vous venez de le dire, des marchés financiers, donc de la politique monétaire, donc finalement de la Fed, puisqu'on sait très bien l'importance du pétrodollar dans les marchés financiers. Et donc c'est là où on parle géopolitique, puisque le pétrodollar, c'est notamment très lié et très dépendant de la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui est une relation qui connaît beaucoup de turbulences. C'est une relation qui date d'il y a un siècle, on le sait, et surtout après 1945, la relation entre Roosevelt et Ibn Saoud, celui qui a fait l'Arabie Saoudite moderne. En gros, le deal est le suivant, qu'on soit ou pas dans les rapports secrets entre les deux pays, c'est pétrole contre protection. Pétrole à bas prix contre protection. L'Amérique va financer son fantastique essor industriel d'après les années 45 par le très très bas prix de cette matière première, quasiment gratuit on peut le dire, et surtout le pétrole saoudien, c'est un pétrole à ciel ouvert, qui est facile à extraire, dont les coûts ne sont pas élevés, etc. Et ce qui est différent, par exemple, du pétrole en mer du Nord, de la Norvège, de l'Angleterre, qui ont évidemment bénéficié de cet apport, mais
dont les coûts d'extraction augmentent avec le temps. Bref, l'Arabie Saoudite et l'Amérique ont conclu un pacte qui a permis à l'Arabie Saoudite de devenir un des acteurs majeurs de la géopolitique dans le monde, et pour lui permettre aussi de vendre son wahhabisme un peu partout, chacun ses intérêts. Quant à l'Amérique, elle a financé son essor industriel jusque justement dans les années 70, où il y a eu ce premier peak oil, ce choc pétrolier, qu'on a mis sur le dos de la guerre du Kippour en 73, mais qui était un peu la fin de la production américaine. L'Amérique, jusqu'à ce moment-là, n'est pas le premier producteur mondial, c'est évidemment l'Arabie Saoudite. Et je rappelle que le pétrole russe de Bakou, lui, depuis 1900, après la révolution russe, a été nationalisé et est resté au bénéfice des soviétiques. Bref, l'Arabie Saoudite et l'Amérique ont l'air de marcher la main dans la main. Or, récemment, ce qui s'est passé, c'est que Trump, qui est un agent commercial de premier ordre, a compris que la production ou la surproduction saoudienne ne l'arrangeait pas vis-à-vis, lui, de ces petits producteurs de gaz de schiste qui ont, pour le coup, un point mort très élevé. Il faut au moins un pétrole à 80 ou 100 $ pour que les producteurs de gaz de schiste rentrent dans leurs frais, et que le nouveau miracle pétrolier des pays des Midlands ou du Texas, de l'Oklahoma, du Dakota du Nord, etc., soit maintenu, et surtout que ces électeurs de Trump, parce qu'on voit que les électeurs de Trump en 2016 sont ceux de l'Amérique profonde et de l'Amérique du centre, eh bien, ne soient pas plombés par cette baisse de prix. Donc Trump se bat pour faire monter le prix du pétrole. L'Arabie Saoudite, elle, se bat pour le faire baisser, parce qu'elle met aussi de la sorte à genoux l'Iran, qui est son grand, à la fois partenaire de production du pétrole et opposant politique. On connaît tous l'opposition, même si ce n'est pas la seule, entre les chiites et les sunnites. Bref, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, contrarie les efforts de Trump de maintenir le prix du pétrole à un niveau élevé. Et il y a un troisième acteur dans le jeu, c'est la Russie. La Russie qui, elle aussi, a un point mort de pétrole, je crois, à 40 $, et qui a besoin de faire monter les prix. Or, le problème, c'est que l'union entre la Russie et l'Arabie Saoudite, qui a duré un certain temps pour maintenir la production, plutôt les prix à un niveau relativement élevé pour qu'ils fassent rentrer de la monnaie. Un tiers de l'économie russe dépend du pétrole et 2 tiers de l'économie saoudienne dépendent du pétrole. Eh bien, cette alliance a volé en éclats en mars lorsque les Russes en ont eu marre que ce soit les pays de l'OPEP, ou de l'OPEP+, avec les Russes, les 13 pays de l'OPEP et les pays de l'OPEP+, avec les Russes, soient eux-mêmes obligés de baisser leur production au bénéfice des Américains. C'est-à-dire les Américains, Trump leur a dit vous baissez votre production pour maintenir mon prix du pétrole élevé. Et pourquoi Trump, en fait, a la main dans cette histoire? Parce que déjà, il a la main sur la protection de l'Arabie Saoudite. Sans l'Amérique, l'Arabie Saoudite explose ou implose. Et par rapport à Poutine, il y a un jeu géopolitique qui est très simple. En gros, le deal est le suivant. Tu m'emmerdes pas sur les prix du pétrole, c'est-à-dire que tu baisses ta production pour que les prix montent, alors que moi, je touche pas à la production américaine. C'est ça le truc. Mais en revanche, moi, je mets la pression sur l'OTAN et je laisse l'Europe se défendre toute seule en retirant mes billes dans l'OTAN, et ce dont Poutine est très friand. Voilà, donc il y a un deal énergético-géopolitique entre les trois grands, et en tout cas, on sait que Trump peut très facilement mettre la pression sur l'Arabie Saoudite. Et Salman, dans ce jeu-là, est un peu perdu, parce qu'il a cru déjà qu'il ferait mal aux Russes en surproduisant. Et les Russes, en réalité, grâce à Poutine, ont vu loin et large, puisqu'ils ont créé des réserves stratégiques qui leur permettent de supporter un certain temps un prix bas. C'est-à-dire que la Russie s'est refaite économiquement au point où elle peut supporter un prix bas, c'est-à-dire des rentrées moindres en devises, pendant un certain temps. Mais tout le monde a le nez, le regard rivé sur l'Extrême-Orient, sur la Chine, en attendant la reprise, pour que, de toute façon, toutes ces histoires de baisse de production et de prix bas soient arrêtées. Et c'est probablement ce qui va se passer. Et donc là, récemment, après leur brouille, les Russes et les Saoudiens ont reconclu un accord où chacun
a accepté de baisser de quelques millions de barils par jour sa production. Mais par contre, c'est la première fois dans l'histoire où les pays producteurs ont baissé de 100 millions de barils par jour à 10 millions leur production, c'est-à-dire de 10 millions de barils. Mais, je le rappelle, Trump est le grand gagnant de cette affaire, puisque lui n'a pas fait baisser la production américaine. Donc, ses électeurs et, je dirais, l'Eldorado du nouveau miracle américain depuis 2010, celui de l'extraction du pétrole et du gaz de schiste, eh bien, eux sont protégés par Trump. Voilà, donc c'est vraiment, effectivement, l'Amérique d'abord, America First et compagnie. De ce point de vue-là, il n'a pas menti. Alors, aux États-Unis et au niveau international, on a donc l'impression qu'il y a quand même deux modèles, deux politiques énergétiques qui s'affrontent de plus en plus. C'est-à-dire que d'un côté, le modèle que vous venez de décrire de Donald Trump, c'est-à-dire isolationniste, basé sur les producteurs de pétrole américains avec une vision d'autonomie énergétique et donc une économie, on va dire, nationale, finalement assez forte. Et de l'autre côté, une économie justement un peu plus internationale, un peu plus impérialiste, si on voulait, qui repose, une architecture qui repose sur le pétrodollar, quoi, voilà, et sur les industries pétrochimiques, les grandes raffineries, et donc l'OPEP+, dont vous parlez. Donc on a de plus en plus cet affrontement entre deux mondes, finalement. Oui, alors je rappelle quand même, à toutes fins utiles, que le poids de l'industrie pétrolière dans le PIB américain, il n'est pas énorme, c'est entre 1 et 1,5%, donc c'est pas gigantesque. L'Amérique pourrait se permettre de moins produire. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Apparemment, les prix du pétrole vont être durablement bas, et du coup, beaucoup de producteurs américains vont faire faillite, surtout les petits. Et les grosses sociétés, Chevron, Exxon, je crois, vont commencer, qui ont investi dans le gaz de schiste et le pétrole de schiste, vont commencer à racheter, bouffer, concentrer. Et c'est ce qui se passe dans toutes les crises. Toutes les crises dites économiques de 1929 à aujourd'hui ont vu les gros manger les petits. Et c'est ce qui est en filigrane, et c'est ce qui est peut-être d'ailleurs à l'origine de certaines crises. Et donc, oui, il y a effectivement deux grandes politiques, et Trump, lui, aujourd'hui, effectivement, ça s'est passé avant lui en 2010, mais assure l'indépendance énergétique de l'Amérique. Ça a été toujours le grand problème, parce que à la fois Bush père et Bush fils, eux, se sont battus, on le sait, avec les rapports plus ou moins secrets, pour sanctuariser, pour protéger leurs intérêts, parce qu'ils disaient, par exemple, l'Arabie Saoudite ou le Proche-Orient fait partie des intérêts américains au niveau énergétique, et donc nous on va intervenir. C'était un peu comme leur jardin, quoi. Or, en même temps, on voit que depuis que l'Amérique s'est indépendantisée au niveau énergétique, eh bien, elle se retire peu à peu du Proche-Orient. Donc il y a un rapport évident entre les deux. Trump laisse Poutine faire le boulot au Proche-Orient, il se fout un peu des conséquences, et même s'il a donné quelques gages à Israël, on le sait, avec Jérusalem et tout ça, avec l'ambassade et compagnie, eh bien, en réalité, l'Amérique sort à la fois de l'Europe et de l'OTAN, tout doucement, et militairement du Proche-Orient, même si elle garde évidemment sa 5e flotte dans le Golfe, à côté de l'Iran, et puis pour évidemment sécuriser la route des pétroliers. Mais il y a effectivement, et surtout, on en avait parlé dans une autre émission, un grand changement, un changement de paradigme dans la politique extérieure américaine, qui est maintenant de regarder vers la Chine. Et c'est là où il y a aussi toute une ambiguïté, c'est la sino-dépendance américaine à la Chine, et dont Trump veut se sortir, qui date de 72 et de Nixon, qui a décidé de faire produire plutôt par la Chine que par les ouvriers américains. Eh bien, Trump veut revenir dessus, mais en même temps, pour l'instant, il a besoin que la Chine reparte. Donc voilà, donc tous ces jeux sont très ambigus. À la fois, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et les Chinois, mais si la Chine ne repart pas, le monde capitaliste est en carafe. Voilà, donc ça donne une idée de la complexité générale de la géopolitique aujourd'hui. Puis alors, impossible de prévoir les choses maintenant à une semaine, 3 mois, etc. Tout le monde se plante, les prix varient, s'affolent, chutent, passent en négatif, remontent. Une économie comme l'Algérie, qui dépend des hydrocarbures à 95%, est aujourd'hui dans le rouge. On le sait, et donc tout ça, ça peut mener à des conséquences sociales dramatiques. Donc, le monde aurait besoin d'un prix fixe du pétrole pour voir loin, pour capitaliser, pour investir, mais aujourd'hui c'est quasiment impossible, tant il y a d'acteurs à la fois spéculatifs, politiques et économiques qui interviennent sur ce prix, et donc sur la stabilité mondiale. Eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
Chers auditeurs, on peut remercier Monsieur Corias pour ses éclaircissements. Vous l'aurez compris, le coronavirus dans cette affaire n'est qu'un accélérateur de crise dans un fonctionnement global précaire et nous assistons peut-être à l'érosion d'un système arrivé au bout de ses contradictions, le système de la finance mondiale reposant sur l'hégémonie du pétrodollar, un système dont l'architecture a été dessinée par Henry Kissinger et Milton Friedman. Remerciements également à Yann Purdom pour ses informations. Voilà, donc, nous sommes une véritable équipe. On se retrouve la semaine prochaine sur ERFM. Merci de votre soutien sur le financement participatif. On continue le combat et croyez-moi, les choses sont en train de bouger. Sortez de chez vous. Vive la révolution. Bonne semaine à tous.